Placée sous le signe de la solidarité et de l'intégration sous-régionale, la 15e session de la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale s'est renfermée vendredi 17 mars à Yaoundé au Cameroun sur un certain nombre de résolutions liées notamment au franc CFA et aux crypto-actifs. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de 7 minutes pour convaincre. Nous recevons une fois de plus Dr Yam Timban avec qui nous allons questionner la pertinence et la faisabilité des différentes résolutions qui ont été prises par les 6 chefs d'État de la CEMAC à Yaoundé au palais de l'Unité. C'était le 17 mars, je l'ai bien dit d'entame. Avec lui, nous essaierons de savoir est-ce que ce sera du déjà entendu, est-ce que ce sont des résolutions qui seront mises en pratique. Avec lui, nous essayerons de le voir et nous savons bien évidemment que nous allons passer pas mal de temps, nous allons passer bien de temps, des temps vraiment très instructifs et très capitaux. Bonsoir. Bonjour, bonsoir Abdoulaye, merci pour m'avoir invité à cette nouvelle échange. Tout le plaisir est pour nous de savoir que vous avez honoré une fois de plus à cette invitation que nous vous avons agressée. C'est le moins que je puisse faire. Alors, docteur, de manière globale, de manière sommaire, comment avez-vous trouvé le dernier sommet des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale? Mièvre. Mièvre. Mièvre, je l'ai trouvé, ça n'avait pas de tonus, il n'y avait pas, il y avait pas cette ambiance qui rassurait les peuples. Oui. Il n'y avait pas cette sorte de fièvre politique, cette sorte de fièvre née de la communion entre le peuple et ses dirigeants. On avait le sentiment que ceux qui étaient hors de leur pays d'origine et qui sont installés au Cameroun, évidemment, volontairement ou involontairement, parce que je ne peux pas savoir quels ont été les mécanismes de mobilisation qui les ont amenés dans les aéroports, Oui. à l'aéroport, puisqu'il n'y en avait qu'un seul. Ils étaient là et c'est normal, ils n'avaient pas vu leur chef d'État. C'est compréhensible que quand leur chef d'État arrive, qu'ils le reçoivent. Bon, contrairement au Cameroun, nous, quand le nôtre arrive, on le caillasse plutôt. Alors, mais on n'a pas senti ces moments magiques, cette magie qui accompagne des moments de construction. Dans ce qui veut dire, il aurait fallu qu'il y ait des festivités de part et d'autre un peu partout à travers le Cameroun pour pouvoir magnifier l'attachement qu'on a auprès des différents dirigeants de la CEMAC à leur arrivée. Pas du tout. Ce n'est pas une question de manifestation, de fête, d'événements, non. C'est quand il y a cette magie dont je parle, cette fièvre-là, ces frissons, ça n'a rien à voir avec beaucoup d'événements. Mais c'est quand vous ressentez qu'il y a de l'électricité dans l'air. Oui. Malheureusement, je peux le dire comme ça de manière poétique. Vous sentez qu'il y a de l'électricité dans l'air, vous sentez que les peuples Sont en symbiose. sont en symbiose avec leurs dirigeants. Oui. Mais l'impression qu'on a eue, c'était une sorte de timidité. C'est une sorte de distance entre les peuples et leurs dirigeants. Et on a constaté que particulièrement le peuple camerounais, cet événement n'avait pas eu plus d'importance que s'il y avait eu un chef d'État de la CEMAC qui était passé par là. Je ne sais pas si vous êtes en train d'aborder un pan qui a longuement été abordé sur les médias sociaux, traitant de la confusion générationnelle entre les présidents et les différents peuples. Vous savez, cette affaire-là, elle est très relative. La question de l'âge, c'est bien que sur le plan physique, à un certain âge, vous ne pouvez plus accomplir un certain nombre de tâches. Oui. Vous ne pouvez plus avoir une certaine capacité de travail, même si vous êtes le plus grand génie de la planète. À un certain âge, le corps vous lâche. Oui. Il se trouve simplement qu'à un certain âge, les chefs d'État sages structurent les fondamentaux. Ils décident de travailler sur l'organisation systémique des pays et des sous-régions, parce que ce sera ça leur héritage, parce que ce sera ça leur signature. Alors, quand je vous disais tout à l'heure qu'il a manqué la magie, parce que les éléments, justement, fondamentaux n'ont pas été abordés. Il n'y a pas eu d'engagement politique fort sur les éléments fondamentaux, sur la réorganisation du système. Et c'est ça le problème qui laisse justement croire qu'il y a un décalage entre les chefs d'État qui appartiendraient manifestement
au passé, et puis les nouvelles générations, l'essentiel de la population, parce que la moyenne d'âge dans nos pays c'est 19 ans, Oui. et que l'essentiel de notre population était à d'autres attentes Oui. que les chefs d'État n'ont pas abordées. D'accord, nous y reviendrons très certainement dans la suite de cette émission. Alors, j'aimerais vous demander à savoir, quelle est la lecture que vous faites de ces 11 résolutions qui ont été présentées à la clôture de ce 15e sommet des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, de manière générale une fois de plus. Mièvre. Ces 11 résolutions. Je les ai trouvées mièvres. Je pense qu'on aurait pu faire mieux. Je pense que ça manquait de courage. Oui. Il faut un peu plus de courage que ça. Ça manquait de courage. Je peux comprendre que du fait d'un certain âge, peut-être, et d'un certain parcours, ces chefs d'État n'osent plus s'avancer sur un certain nombre de choses, mais je crois qu'ils devraient le faire. Parce que un État, ce n'est pas un chef d'État. Un pays, ce n'est pas son président seulement. Un État, ce n'est pas que le chef de l'État. Vous êtes le chef, ça ne veut pas dire que vous êtes l'État. Vous êtes le président de la République, ça ne veut pas dire que vous êtes la République. Donc, il faut savoir capter cette dynamique populaire qui pousse vers quelque chose, qui demande quelque chose. Et lorsqu'on va dans ce sens-là, eh bien, à ce moment-là, on est effectivement dans ce que j'appelais tout à l'heure, vous voyez, il y a de l'électricité. Vous mettez l'électricité dans l'air et captée pour allumer un phare qui guide donc, qui éclaire tout le peuple et guide le futur. On n'a pas ressenti ça. Je crois que ces résolutions, c'était plus ou moins un statu quo. C'est pas très différent de ce qu'ils avaient avant. D'accord. Docteur Yam Timban, j'aimerais, pour la gouverne des chers téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, rappeler que la CEMAC, la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, a été mise sur pied en 1994 pour la promotion de l'intégration économique sous-régionale. Alors, je vous reviens maintenant pour vous demander à savoir, est-ce que vous avez l'impression ou encore le sentiment que ce pourquoi cette institution sous-régionale a été mise sur pied présente vraiment des fruits sur le terrain? D'abord, ce n'est pas ce qu'on aurait dû faire. Parce que, je vais vous dire, lorsque vous avez des gens qui se lèvent et qui vous disent « Nous allons créer un organisme sous-régional qui va faire de l'intégration économique c'est généralement le discours des gens qui sont colonisés. Je suis désolé, moi je parle de l'histoire, ce qui peut être constaté dans l'histoire. Si vous faites ça, vous êtes un espace colonisé. Ça veut dire que vous êtes incapable d'aborder la question de fond, la question systémique. Et la question systémique, c'est l'intégration politique, pas l'intégration économique. L'intégration économique, c'est une conséquence. Et c'est à partir du politique qu'on va pouvoir... Bravo. Si vous êtes là à raconter que vous allez faire de l'intégration économique, vous allez intégrer quoi? Si je fais de l'intégration politique, je crée un État, tout de suite on a un marché intérieur. Il n'y a plus les problèmes de passeport, de circulation des biens et des personnes, des problèmes de douane, de machin, etc. Parce que j'ai réglé ça en amont. Et les problèmes de sécurité même sont réglés parce que j'optimise au niveau de la capacité sécuritaire, de mon appareil sécuritaire. Donc en fait, il faut aborder le problème de fond. Je vais vous illustrer ça par 2 ou 3 choses dans l'histoire. Ouais, l'Allemagne, qu'est-ce que Bismarck a fait? À l'époque de Bismarck, l'Allemagne était divisée en différents Länder. Et ces Länder-là, malheureusement, imaginez que Bismarck avait décidé qu'il va faire l'intégration économique. Vous croyez que l'Allemagne serait là où elle est aujourd'hui? Non. Il a fait l'intégration politique et il a créé l'Allemagne. Et je prends un autre exemple, la Chine. Quand Mao lance la grande longue marche, il crée le parti communiste chinois en 1921 et lance la longue marche qui va aboutir à l'indépendance de la Chine en 1949. Imaginez qu'il avait décidé que, vraiment, il y a le Tibet, le Sichuan, etc., tout ça là, et que bon, ce qu'on va faire, c'est l'intégration économique. Vous pensez que la Chine serait la première puissance économique du monde aujourd'hui? Pas du tout. L'intégration politique est le cadre minimal à l'intérieur duquel se fait l'intégration économique. Je vous prends un exemple contraire. L'Amérique latine, l'Amérique du Sud, je n'aime pas dire latine, l'Amérique du Sud. Quand Simon Bolivar lance la révolution bolivarienne au 19e siècle, malheureusement, il décède avant la fin et il n'y a pas d'intégration politique qui s'ensuit. Imaginez, vous voyez l'Amérique du Sud aujourd'hui. C'est éclaté. Il y a des pays qui sont différents, pays qui sont là. Et l'Amérique du Sud n'est pas une... Je veux dire, sur le plan économique, c'est pas grand-chose. Parce qu'il n'y a pas eu d'intégration politique. Les États-Unis
Imaginez que les 13 colonies avaient fait l'intégration économique et pas l'intégration politique pour créer les États-Unis d'Amérique. On n'aurait pas les grands États-Unis d'Amérique d'aujourd'hui. Donc, quand vous avez des chefs d'État qui viennent vous dire on va faire l'intégration économique, c'est des gens qui sont dans une perspective de colonisation, de néocolonialisme, si on veut bien, et qui sont des gens qui aliènent leur pays à un autre. Dans le monde, à ma connaissance, il n'y a que 3 organisations comme ça. Il y a la CEMAC, qui va donc avoir pas un parlement et qui n'aura pas d'exécutif. Vous allez avoir l'Afrique qui a un parlement panafricain qui n'a pas d'exécutif. Vous allez avoir l'Europe qui a un parlement européen mais qui n'a pas d'exécutif. Parce que les commissions sont sérieux. Hein? Les commissions, c'est les garçons de course des chefs d'État parce que l'institution suprême est toujours la conférence des chefs d'État. Il n'y a pas d'exécutif. Donc, ce qu'on aurait dû faire, c'est pas de créer, la CEMAC. C'est de créer les États-Unis d'Afrique centrale. Vous créez un État, bref, qu'ils appellent ça. Avec 6 pays, vous pensez que cela aurait pu être possible? Vous croyez que le Brésil a combien d'États? Vous croyez que le Canada a combien de provinces? Vous croyez que le Nigeria a combien d'États? On commence quelque part. Vu les mentalités africaines, et surtout celles de la sous-région. Mais c'est là où ils doivent nous prouver qu'ils sont grands. La grandeur, c'est quoi? C'est être capable de dépasser sa propre personne pour pouvoir se lier aux autres. C'est ça, être grand. Oui. Donc, nous attendons de ces chefs d'État un peu plus de grandeur. Et cette grandeur ne peut être que politique. Je vais prendre un exemple. Oui. Vous vous souvenez des gens qui ont créé les grandes alliances économiques du 14e siècle? Vous vous en souvenez? L'histoire les connaît. Mais moi, je ne les connais pas. L'histoire n'a pas retenu, ne les a pas retenus. Vous vous souvenez des gens qui ont créé les grandes intégrations économiques, je ne sais pas moi, du 18e ou 19e siècle? Personne ne s'en souvient. Ce n'est consigné nulle part. Mais tous ceux qui ont fait de l'intégration politique, ils sont su et ils sont connus. Tout le monde les connaît. Je vous en ai cité quelques-uns. Tout le monde les connaît. Alors donc, soit on est grand et on s'élève à ce niveau où on peut entrer dans l'histoire, soit on va rester un épiphénomène dans l'histoire, quelque chose dont on se souviendra à titre anecdotique, au mieux. Donc la CEMAC, c'est une petite anecdote dans l'histoire. La chose qui est intéressante aujourd'hui, c'est l'intégration politique. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure que les résolutions, elles sont mièvres. En fait, on ne sent pas de courage politique. On ne sent pas des gens déterminés à donner à leur peuple un cadre de vie qui satisfait leurs besoins, un cadre de vie qui leur permet de vivre, de connaître le bonheur. Nous allons arriver très certainement dans le comble de cette thématique que vous avez soulevée tout à l'heure dans la suite de notre émission, mais j'aimerais dire ici que, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous nous acheminons peu à peu vers le fil d'Ariane de cette émission de 7 minutes pour convaincre. Mais avant, j'aimerais tout simplement dire que arrivé à la tête de la CEMAC le 24 mars 2019, le président Paul Biya cède enfin son fauteuil au professeur Faustin Archange Touadéra de la Centrafrique. Il était temps ou alors c'est une passation qui n'aura pas de fait? Il est fort possible que le président Touadéra nous surprenne. Il peut nous surprendre. Pourquoi? Parce que l'année dernière, il a fait quelque chose d'extrêmement intéressant, même si je mesure la puissance de toutes les pressions qui s'abattent sur lui et sur son pays pour qu'il fasse chemin arrière. Il a pu montrer qu'il était possible d'adopter des voies, des solutions pour sortir de la tutelle monétaire de la France. En instaurant la crypto-monnaie? Non. Le Bitcoin. Le Bitcoin. Il n'a pas instauré la crypto-monnaie. Dans la loi, et j'ai eu la chance d'être invité au lancement en mai dernier, il est dit que le Bitcoin est la monnaie de référence. Donc la monnaie là-bas, c'est le Bitcoin, c'est pas autre chose, à côté du franc CFA. Et le Bitcoin a l'avantage de mettre fin à la tutelle monétaire de la France. Parce que l'un des principes, l'un des éléments des mécanismes les plus pernicieux, c'est que la France dit, je vais garantir la convertibilité de votre monnaie, mais je pose 3 conditions. 1, la parité fixe. 2, vous vous assurez que vous avez des comptes d'opération, de nivellement, etc., où on retient vos devises, vos réserves de change, disons simplement, vos revenus d'exportation de vos produits et tout ce que vous pouvez gagner hors de votre pays. Et nous allons donc pouvoir vous garantir la convertibilité du franc CFA dans le monde. Sauf que le franc CFA n'est convertible nulle part. Est convertible nulle part. Celui d'Afrique centrale n'est même pas convertible en Afrique de l'Ouest. Ça veut dire que le Bitcoin vient comme ça bâcler la monnaie fiduciaire. Ce qui est intéressant, c'est que le Bitcoin vient permettre une chose magnifique. Le Centrafrique est sur le point de lancer son exploitation minière. La tokenisation, c'est-à-dire la création des jetons numériques
des richesses du sous-sol de la Centrafrique, 16% du territoire prospecté, Oui. sont évalués aujourd'hui à 3 000 milliards de dollars. 3 000 milliards de dollars, c'est 6 fois le PIB de toute la CEAC. C'est la moitié de tout le PIB de l'Afrique en 2021. Et c'est pratiquement le PIB de la France. Et donc, il dit, si je me mets à exporter ça, je vais être obligé de laisser 50% au Trésor français et les Français vont l'utiliser dans leur budget. C'est écrit sur le site du ministère des Finances de la France. C'est eux qui disent ça. Oui. Parce que les réserves de change de nos pays sont utilisées dans le budget de la France, pas la France dans son budget. Donc, je vais donner 50% à la France et mon pays n'aura pratiquement rien. Donc, il décide de sortir de ce cadre qui le met sous tutelle monétaire pour pouvoir disposer de la totalité de sa trésorerie pour investir. Il a promis d'investir 42 milliards au cours du mandat en cours. 42 milliards de dollars. Et il allait les prendre où? Justement, il ne peut les prendre qu'à travers en mettant fin à cette tutelle monétaire. D'accord. Nous allons poursuivre avec notre émission, mais cette fois-ci, nous allons passer au pain fin, les 11 résolutions. Docteur. Okay. Alors, nous allons commencer par l'institution d'une monnaie, nous allons commencer par le renforcement, je vais dire, de l'intégration sous-régionale. Ils ont parlé de l'intégration sous-régionale. Alors, doit-on dire ici que les chefs d'État de la CEMAC vont convaincre d'autres États africains à adhérer? Disons qu'ils étaient dans le... Il y a deux choses. D'abord, il y a la CEMAC en elle-même, Oui. dont ils disaient qu'ils allaient renforcer l'intégration, mais je vous dis que ce n'est pas de l'intégration, parce que vous voyez d'ailleurs, il n'y a pas d'intégration. La Guinée équatoriale met les murs, construit des murs, c'est difficile d'aller d'un pays à un autre, il n'y a même pas de route, il n'y a pas de compagnie aérienne, etc. Mais il y a également le projet de fusion CEMAC-CEAC. En fait, la sous-région, c'est celle-là, qui comptait dans les 11 pays de la CEAC. Donc l'idée est de travailler à aller vers une intégration de plus en plus étroite entre ces 11 pays. Sauf que vous avez parmi ces pays, le Rwanda et la RDC qui se font la guerre. Enfin, on ne comprend pas cette sous-région. Vous savez que c'est la région la plus pauvre du monde. Mais c'est la région qui a les ressources minières les plus riches, qui est la plus riche dans le monde. Les ressources minières de ce pays, de cette sous-région, la CEAC, représentent l'équivalent de 3 fois le PIB mondial aujourd'hui. Le PIB mondial autour de 100 000 milliards de dollars. Les réserves minières de ces pays-là... Forestières aussi. Non, réserves minières tournent autour de 300 000 milliards de dollars. C'est 3 fois le PIB mondial, mais c'est la zone la plus pauvre dans le monde, où on vit dans la pauvreté la plus abjecte. Oui. Donc, vous avez là quelque chose d'incroyable où... malheureusement, les chefs d'État ne vous parlent justement que de l'intégration économique. Comment vous avez fait l'intégration quand là les gens sont pauvres? Parce que sortir les gens de la pauvreté, ce n'est pas seulement construire beaucoup d'usines, c'est former les gens. Est-ce que comment vous allez créer une formation suffisante pour les gens lorsque vous n'avez pas d'intégration économique? Comment vous allez éducatif faire ça? également. Vous allez faire ça comment? Vous allez faire une intégration économique, vous avez 6 monnaies différentes. Vous allez faire ça comment? Vous avez fait de l'intégration économique, vous avez des systèmes d'éducation qui sont très différents les uns les autres. Vous avez les mêmes matières premières. Je vais vous présenter par exemple pour ce qui est de la CEMAC. Quand ils ont présenté leur dossier de presse, ils ont présenté les produits que les pays exportent. Il n'y en avait que 3 qui étaient transformés. Le sucre, l'aluminium et l'huile de palme. Ils se vendent de l'huile de palme entre eux. La conséquence, c'est que dans cette zone, le commerce intérieur de la CEMAC n'est que de 2% du commerce dans le monde, entre les pays, commerce intérieur. Or, en Asie du Sud-Est, c'est 50%. En Europe, c'est 68%. En Amérique du Nord, c'est 40%. Comment vous pouvez faire du commerce avec des gens comme ça? Et pire, les 6 pays de la CEMAC n'existent pas au niveau international puisqu'on n'a pas de monnaie. La France ne passe pas une monnaie, c'est un bon trésor. Donc, la question de l'intégration qu'il pose est totalement mal posée. Il ne s'agit pas d'une intégration économique qu'il faut faire parce que ça perd du temps, de l'argent et de l'énergie. Il faut faire de l'intégration politique. L'intégration politique révèle la grandeur des hommes. Parce que quand vous allez vers l'intégration politique, vous montrez que vous êtes capable d'accepter de ne pas être chef d'État, mais de vous assurer que votre peuple vive mieux. Voilà la grandeur que nous attendons de ce. Alors, ce qui veut dire que du point de vue de la pertinence, cette résolution n'est pas envisageable.
Pas oui, du point de vue de la pertinence, Oui. c'est quelque chose qui ne tient pas là. D'accord, nous allons poursuivre puisque vous avez parlé tout à l'heure sur ce point de la disparité des monnaies dans la communauté des États de l'Afrique centrale. Nous embrayons directement avec cette deuxième résolution qui parle de l'institution d'une monnaie commune forte et stable. Ils ont déjà en CEMAC une monnaie forte. S'ils appellent ça une monnaie, il y a le franc CFA. Sauf que ce n'est ni une monnaie, ce n'est même pas du tout stable. Oui. Alors, il y a quand même des choses incroyables. C'est-à-dire que, pourquoi je dis que ce n'est pas stable? Parce que je vais dire ça, les gens vont dire, mais comment il peut dire que le franc CFA n'est pas stable? Lorsque la Russie a lancé son opération militaire spéciale en Ukraine, Oui. en 3 mois, la dette du Cameroun a augmenté de 500 milliards de francs CFA. Pourtant, le Cameroun n'avait fait aucun emprunt. Le Cameroun avait... Non, emprunt, c'est-à-dire Oui. emprunter de l'argent à un autre pays, une institution. Oui, oui. Le Cameroun n'avait rien acheté. C'était simplement la dépréciation de l'euro par rapport au dollar et à cause de la parité fixe entre le franc CFA et l'euro que nous avons eu 500 milliards de francs CFA de plus sur notre dette en 3 mois. Donc, comment les gens peuvent s'accrocher à une affaire pareille qui peuvent, je vous rappelle que 500 milliards de francs CFA, c'est presque 10% du budget du Cameroun de l'année dernière. Presque 10%. Donc, nous pouvons nous endetter de 10% de notre budget tout d'un coup sans qu'on ait rien fait. Et puis on dit, ouais, la réflexion sur la monnaie là, il faut que ce soit la BEAC qui l'a fait. N'importe quel commerçant sait que pour évaluer son commerce, il doit appeler un tiers. C'est pas le type qui gère votre affaire, c'est pas au type qui gère votre affaire que vous allez demander. Est-ce que c'est à lui que vous allez demander? Vous avez une monnaie qui vous met dans la récession économique depuis 2020. Après, les gens peuvent toujours vous dire, oui, mais on fait un taux de croissance. Par exemple, 2023, ils font des projections de 3,3 en termes de croissance. Mais en même temps, ils n'insistent pas trop sur l'inflation qui est de 4,8. Ça veut dire quoi sur le plan économique? Le PIB, c'est de la valeur ajoutée que vous avez créée. Sauf que l'inflation, c'est la destruction de la valeur. Donc, ça détruit votre valeur et vous avez quand même encore une inflation de 1,5 puisque vous avez 4,8 et 3,3. Vous avez une récession technique qui est de moins 1,5. Quand vous prenez la Guinée équatoriale qui est déjà à moins 3,5, ça veut dire qu'on a moins 3,5, moins 4,8. C'est terrible, presque 8,5% de récession. C'est un pays qui frise la banqueroute. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc pour parler d'une institution de monnaie commune? 2 choses simples. Oui. Il y a le projet de fusion CEMAC-CES avec un projet de monnaie unique derrière. Oui. Il ne s'agit pas de faire une monnaie unique. Les histoires de monnaie unique, c'est l'Union européenne. Après, ça crée des pays pauvres comme la Grèce, le Portugal, l'Espagne ou l'Italie. Et la paupérisation de pays apparemment quand même solides comme la France. Oui. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas créer les monnaies uniques. Il faut faire l'intégration politique. Quand vous avez fait l'intégration politique, la CEAC, ça vous permet de faire donc la monnaie nationale. Vous n'avez pas besoin d'une monnaie unique. Et ça vous fait un marché tout de suite de près de 300 millions de personnes. Vous devenez le 4e marché le plus important dans le monde après la Chine, 1,4 milliard de consommateurs, l'Inde 1,3, les États-Unis 360, vous avez presque 300 millions. Vous êtes le 4e marché le plus important. Vous avez votre monnaie, vous avez vos ressources, vos matières premières qui valent près de 300 000 milliards de dollars qui garantissent donc la solidité de votre monnaie. Voilà ce qu'il faut faire. D'accord. Nous poursuivons avec la mise sur pied de la libre circulation des personnes et des biens. Alors, j'aimerais également poser la question de savoir si ces chefs d'État vont travailler de manière à ce que le Camerounais puisse se mouvoir sur le plan sous-régional, aller en Guinée équatoriale, en Centrafrique, au Congo, ou alors au Tchad sans pour autant être inquiété, ou alors le citoyen de Sipopo en Guinée équatoriale qui était de là pour peut-être pour Port-Gentil, pour Libreville. Est-ce que ce sera évident? Est-ce que ce sera possible au sorti de ce 15e sommet ordinaire? Pas du tout. Ce sera même pire. Pas du tout, parce que les populations ont compris que ça ne sert à rien de tirer. Il n'y a rien à attendre de la CEMAC. Faites l'intégration politique. À partir de là, vous avez un seul État. À partir du moment où on a un seul État, les gens sont plus libres de s'installer partout. Est-ce qu'il y a des problèmes d'installation au Cameroun? Si vous partez de Douala, vous dites que vous allez vous installer à Ngelemenduka ou à Gidigis, ou je sais pas moi, à Kumbo, est-ce qu'il y a un problème? Il n'y en a pas. Cela est dû au fait nous sommes dans un État. Oui. Nous avons un seul État, un seul espace politique. À partir du moment où on crée un seul espace politique, vous pouvez partir d'ici, vous installer où vous voulez plus facilement. Parce que vous aurez, quels sont les éléments de la libre circulation des biens et des personnes? Par exemple, une carte nationale d'identité. Bon, je n'ai pas très bien compris pourquoi les chefs d'État ne parlent de passeport CEMAC, etc. Vous avez déjà un passeport CEMAC, mais faites une carte nationale d'identité. Là, il vous faut un État. Sur lequel il est marqué CEMAC.
Non, sur laquelle je vais dire. Vous créez un État et tout le monde a une carte nationale d'identité. À partir de là, on circule plus facilement. Vous n'aurez plus de frontières à l'intérieur. Là, vous parlez de la création d'un État, mais oubliant que nous avons en Afrique, il y a un véritable problème de leadership. C'est pour ça que je suis en train de vous dire que ça ne marchera pas. Je vous donne la solution pour que ça marche. Oui. Ça marchera si nous faisons l'intégration politique. Mais tant qu'il n'y aura pas d'intégration politique... Vous soulevez là, par exemple, un véritable problème, l'institution ou alors l'établissement d'une carte nationale CEMAC. Déjà, au Cameroun, il n'y a pas de possibilité d'obtenir une carte nationale après avoir été dans un commissariat pendant au moins 1 an. J'ai bon espoir que ça va être réglé parce qu'aujourd'hui, on fait quand même son passeport en 1 jour ou 2. J'espère que dernièrement, j'ai entendu dire qu'il y a il y a quelque chose, il y a un projet dans 2023 qui va régler cela. Un passeport en 2 jours, en 3 jours, c'est là, possible? c'est des petits problèmes locaux du Cameroun. Je Oui. parle de manière générale si on est au niveau de la CEMAC Oui. et ou de la CEAC. Si nous créons les États-Unis d'Afrique centrale, c'est une question réglée. La libre circulation des biens et des personnes, elle est réglée. Tout de suite parce que vous êtes citoyen de cet État-là. Mais si vous n'êtes pas citoyen de mon État, vous voulez venir chez moi, vous venez faire quoi? Les gens doivent comprendre une chose, hein. Les États ont des intérêts. Quand les Équato-Guinéens chassent les Camerounais, il faut laisser un peu nos émotions de côté. C'est les intérêts de l'État guinéen, équato-guinéen, que les officiels guinéens défendent. Donc, à nous de savoir s'ils ont le droit en tant qu'État de défendre leurs intérêts ou pas. Moi, je pense qu'ils ont le droit de défendre leurs intérêts, même si j'estime que... Et d'ailleurs, j'ai le sentiment, j'ai la conviction qu'ils ont le droit de défendre leurs intérêts au mieux des ressources et de la manière qui leur paraît la plus efficace. Sauf que, pour moi, ça montre clairement l'échec de la CEMAC. Et ça montre que la CEMAC telle qu'elle existe aujourd'hui, ce n'est pas la bonne formule. La formule la meilleure, la formule qu'il faut, n'est pas celle-là. Elle est différente et c'est celle que je propose, l'intégration politique, pas les histoires d'intégration économique. Vous avez même fait l'intégration pour vous vendre quoi? Vous allez vous vendre entre vous de l'huile, du sucre et du pétrole non raffiné en plus. C'est ça que vous allez vous vendre? D'accord, on poursuit. Maintenant, avec cette autre résolution qui est le respect du principe de rotation à la tête de la CEMAC qui voudrait que les États se succèdent par ordre alphabétique. Docteur Yamtimban, que vous inspire cette... C'est les affaires des syndicats de chefs d'État. Que vous inspire cela? C'est les affaires d'un syndicat de chefs d'État totalement inopérant et totalement incapable de faire les choses qui sont essentielles. Quelqu'un aurait dit que c'est parce qu'ils se connaissent entre eux du fait qu'ils s'agrippent au pouvoir. Peut-être parce qu'ils s'agripperont au pouvoir aussi à la tête de la CEMAC. Écoutez, c'est exactement le genre de faux débat dans lequel l'incapacité à réaliser des choses sérieuses, avoir le courage politique vous enferme. Les petits détails il faut faire la rotation, c'est des petits détails. Si on crée aujourd'hui un État, les États-Unis d'Afrique centrale, c'est différent. C'est différent. À ce moment, la rotation se comprend parce que vous êtes dans un seul et unique État. Et vous allez donc gérer un certain nombre de choses et vous pouvez dire c'est les États-Unis, on voit donc les anciens pays peuvent voter pour donner un président. Ça, c'est pas un problème. Ce qui sera important à ce moment-là, c'est est-ce que les citoyens, vous arrivez à satisfaire leurs besoins. Aujourd'hui, je ne peux pas opposer au président Touadéra la satisfaction de mes besoins en tant que Camerounais. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne peux pas opposer au président Mahamat Déby la satisfaction de mes besoins en tant que Camerounais. Je ne peux pas opposer au président Obiangema ou au président Bongo la satisfaction de mes besoins, au président Sassou Nguesso, la satisfaction de mes besoins en tant que Camerounais. Or, si nous avions les États-Unis d'Afrique centrale seulement au niveau de la CEMAC, si l'un d'eux est le président des États-Unis d'Afrique centrale, j'ai le droit constitutionnel à ce moment-là de lui opposer, de lui réclamer, pas de lui réclamer la satisfaction de mes besoins. Mais aujourd'hui, si le président Touadéra, je vais lui dire quoi? Il est le président du Cameroun. Non! Donc vous comprenez que leurs histoires de rotation, là, pour les citoyens lambda, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a pas d'impact. C'est des histoires de syndicats, de chefs d'État, ils veulent s'entendre sur comment ils vont gérer la CEMAC, c'est tout. Ils ont peur les uns les autres. Voilà. Ils ont peur. Alors, cette autre résolution, l'accélération de la relance économique, par quel mécanisme? Ça veut dire quoi? Sur le plan technique, ça veut dire quoi? Vous dites vous allez relancer l'économie. Or, l'outil principal de la relance économique, c'est la politique monétaire. Et vous n'avez pas de monnaie. Donc, vous allez relancer l'économie avec quoi? Il y a le franc CFA. Qu'ils aillent investir et qu'on voit.
Vous avez le sentiment que depuis qu'il y a le franc CFA, là, notre région, je vous ai dit que c'est la région la plus pauvre du monde. Vous croyez qu'on est de la région la plus pauvre pour rien? Vous croyez que c'est pour rien? Mais c'est justement parce qu'on a le franc CFA qu'on est la région la plus pauvre du monde. Je vais illustrer, je vais vous donner un exemple. En 2002, document de stratégie de réduction de la pauvreté, le Cameroun dit, nous voulons étendre la voie ferrée. Ce n'était pas changer la voie ferrée, étendre seulement. Sauf que l'écartement des rails que nous avons là date du 19e siècle. Donc normalement, il faut changer ça pour avoir un écartement un peu plus grand. Ça, c'est 110. Aujourd'hui, on fait 145, 155. Bien, on va étendre. Juste étendre les rails. Pour arriver à N'Djamena, pour arriver, je crois, c'était à Maïdougouri, pour arriver à Calabar, pour refaire Douala, le sud-ouest, on arrive à Calabar, pour aller jusqu'à Brazzaville, pour aller jusqu'à Bangui. Coût du projet, 15 000 milliards de francs CFA. 15 000 milliards de francs CFA. Les fonds n'ont pas été rassemblés. Non, attendez, j'arrive. 15 000 milliards de francs CFA aujourd'hui, c'est l'équivalent d'à peu près quoi 25 milliards de dollars. 25 milliards de dollars. Notre PIB de toute la CEMAC, grossièrement, disons, c'est 100 milliards de dollars. Notre masse monétaire du fait des mécanismes du franc CFA est de 15%. Oui. Ça veut dire que c'est 15 milliards. Nous avons l'argent qui circule dans toute la CEMAC, c'est 15 milliards de dollars. Mais le Cameroun, lui, a un projet de 25 milliards de dollars. Vous avez financé avec quoi? Ce qui veut dire théoriquement et pratiquement, c'est impensable. C'est tout simplement quelque chose d'impossible. C'est de la poudre aux yeux. Ils vont relancer quelle économie? Avec quoi? Sur la base de quoi? Vous croyez qu'on est pauvre là parce que cette sous-région est pauvre parce que ces gens n'ont jamais eu vraiment besoin de relancer l'économie ou de lancer l'économie? C'est pas possible, tout simplement parce que l'outil principal de relance d'une économie qui est la monnaie, on ne l'a pas. Après le New Deal en 1929, vous croyez que Franklin Delano Roosevelt a commencé à construire les choses comme le barrage Hoover? Avec quoi? Mais contrairement à ce que vous êtes en train de dire, la monnaie, contrairement à ce que vous êtes en... dollar. Contrairement à ce que vous êtes en train de dire, il y a bien d'observateurs qui disent que l'Afrique n'est pas pauvre, la sous-région n'est pas pauvre, le Cameroun n'est pas pauvre, mais c'est parce qu'il y a une certaine classe politique qui s'embourgeoise au détriment des populations. Laissez les gens qui n'ont rien à dire bavader. Moi, je ne suis pas dans les commentaires de quartier, je vous parle de la science. D'accord? Moi, je suis dans la science. Les gens qui vous disent que la fortune de ces chefs d'État est de combien? Je viens de vous dire quelle est la masse monétaire qui circule chez nous. 15 milliards de dollars. Vous croyez que la fortune cumulée de ces chefs d'État, c'est 15 milliards de dollars. C'est 15 milliards de dollars. Il faut que les gens arrêtent de dire n'importe quoi. On a un PIB de 100 milliards de dollars. Vous croyez que les chefs d'État, là, ils ont tous une fortune de 100 milliards de dollars. Leur fortune cumulée est 100 milliards de dollars. Quand vous regardez un type comme Touadéra, il a un franc. Ce monsieur-là, vous croyez qu'on peut dire qu'il a volé aussi l'argent de la RCA? Le jeune Mahamat Idriss Déby qui vient d'arriver, peut-être qu'il a la fortune de son père, mais vous croyez qu'il a déjà, en quelque temps, là, il a mis la main pour prendre l'argent, mon frère? Il faut que les gens arrêtent un peu ça. Ça, c'est les commentaires du quartier. Là, on est sur des questions sérieuses, où notre région, le monde entier nous regarde. Le directeur général adjoint du FMI était là. Vous croyez qu'il était faire quoi? Il faut que des gens comme ça, nous leur opposions des arguments sérieux. Pas ce genre de pis-aller qui ne signifie pas grand-chose, qu'on ne peut même pas démontrer. Les gens qui vous parlent de l'enrichissement de ces chefs d'État, ils savent où est leur argent. Donc ils disent n'importe quoi. Il faut parler de choses qu'on connaît. Ils n'en savent rien. Donc ils se taisent. Qu'ils viennent sur les choses concrètes. Ce qui est concret et qui est constant, c'est que nous n'avons pas l'instrument fondamental de la relance, de la construction économique, pire de la relance économique. Lorsqu'il y a eu la crise du Covid, là, il fallait relancer l'économie. Les Américains ont fait quoi? Ils sont allés fabriquer des dollars. La planche à billets, ils ont relancé, l'État a relancé. Les Japonais ont relancé le yen, les Chinois, tout ça là. Vous savez combien le Cameroun a pu faire? Nous sommes allés chercher dans nos économies, parce que nous, on n'a pas de monnaie. 40 petits milliards pour donner à nos entreprises. Vous savez, 40 milliards que vous avez soutenu les entreprises, vous êtes sérieux? 40 milliards? Vous soutenez une économie qui a un PIB de 60 milliards de dollars? Vous prenez 40 milliards de francs CFA, c'est avec ça que vous avez soutenu une économie? Là où les Américains, c'est des milliers de milliards de dollars, les Européens, c'est des milliers de milliards d'euros. C'est avec les 40 milliards de francs CFA que vous dites que vous soutenez l'économie. Parfois, j'ai pitié de ceux qui dirigent nos États. Ils peuvent faire beaucoup mieux avec le peu qu'ils ont et ils ne le font pas. Ça, c'est vraiment quelque chose d'inadmissible. Vous avez pitié d'eux? Laissez-moi finir. Parfois, j'ai pitié d'eux. Ils n'arrivent pas, ils peuvent faire mieux que ce qu'ils font là, avec le peu qu'ils ont. Mais s'ils doivent faire ce qu'il faut, ils ne le peuvent pas parce qu'ils ont quelque chose qui est une asymptote. C'est une asymptote en matière de gestion
politique qui s'appelle le franc CFA. Tout simplement. Ok. Parlons maintenant de la facilitation du transport et du transit en zone SEMAC. Est-ce que cela participerait à revoir les coûts des taxes douanières? C'est pas comme ça qu'il faut voir ça. Beaucoup de gens, dès qu'on dit facilitation, vous avez dit du transit. Et du transport. Et du transport. Mais les douanes, c'est en bout de chaîne, c'est en aval. En amont, il y a déjà les voies de communication. Est-ce qu'il y a les routes? Pour aller de Douala à Bangui, un peu moins de 1500 km, faites 7 jours. C'est normal ça? 1500 km? Avec des voitures qui... Prenons même les gros camions. Les gros camions là peuvent atteindre 160 km à l'heure. Hein? Ça veut dire que normalement, en prenant une moyenne même de mettons, 50 km à l'heure. 50 km à l'heure. Mais ces gens-là devraient faire 28 heures. 50 km à l'heure devraient faire 28 heures. Ou disons 30 heures maximum. 30 heures, c'est combien? C'est 2 jours, un quart. Ça veut dire que le manque de route constitue de véritables lourdeurs et lenteurs. Il n'y en a pas. Et donc, avant même de parler des douanes, commencez par là. Puisque pour que je vous paye la douane, il faut que j'arrive quelque part, non? Mais si j'ai du mal à y arriver, je fais comment? Mais ils disent quand même qu'ils veulent vraiment, ils veulent faciliter cela pour que ça soit effectif. On ne facilite pas, ça c'est le bavardage. On ne facilite pas, on fait. Vous n'êtes pas là pour faciliter le transport. Donc ce qui veut dire, ils auraient dû... Vous n'êtes pas là pour faciliter le transport, c'est votre pays. Que le Japon ou la Chine viennent faciliter chez vous, oui. Mais vous ne parlez pas comme ça. En fait, vous voyez, il y a tout un mindset préparé qui fait que les gens sont même assis, mais en fait, ils n'ont plus rien en eux qui exprime la capacité à construire cette sous-région. Si vous devez exprimer la capacité à construire cette sous-région, vous ne dites pas on va faciliter le transport. Faciliter le transport, vous êtes un facilitateur, vous passez par là. Vous devez construire les routes et vous devez présenter un plan. Je vous ai parlé du DSRP du Cameroun 2020-2002. Il était incroyablement ambitieux. Et là, il y avait par exemple l'extension de la voie ferrée. Voilà comment on doit présenter ça. Si 21 ans après, les gens ne sont pas capables d'avoir un mindset tourné comme ça, alors que c'était déjà assez, c'était pas très brillant en 2002, mais si en 2023 on est moins brillant, c'est grave, c'est très grave. Vous ne pouvez pas dire que vous venez faciliter le transport dans votre propre pays. Vous êtes là pour construire les voies de communication, pour construire le cadre de transport, pour construire les infrastructures de transport, pour vous assurer que vous améliorez la qualité du transport des personnes et des biens. Voilà comment vous vous exprimez. On sent des gens qui veulent construire, bâtir quelque chose. Mais vous parlez comme des romanciers, comme des poètes qui rêvent, qui ne savent pas très bien ce qu'ils ont à faire. Non, c'est pas sérieux. D'accord. Poursuivons maintenant cette fois-ci avec la création d'un réseau mobile, ce qui contribuerait indéniablement à réduire les coûts des appels téléphoniques ou alors la communication intra-communautaire. Est-ce que vous pensez que cela puisse être possible, même comme on peut dire ici que c'est une chose qui a été pensée depuis 2020 et devait être effective depuis janvier 2021? Encore une fois, aucun courage politique. Vous mettez tout ça. Aujourd'hui, si vous devez appeler un RCA au Tchad, au Gabon, on vous dit que vous êtes en roaming, machin, tout ça, c'est des appels à l'étranger. Faites un État. Et les faux problèmes comme ça ne se posent plus. Il y a quand même quelque chose, tu vois pas. Si vous faites un seul État, vous faites de l'intégration politique, les coûts deviennent des coûts locaux, puisque vous êtes dans le même pays. Mais pourquoi les gens se fatiguent à vouloir trouver les solutions dans quelque chose qui n'existe pas? On dirait qu'en fait, vous avez votre téléphone sous vos yeux, oui. Et vous commencez à chercher à résoudre les problèmes de à quoi ressemble un téléphone sur la chaise là-bas, alors qu'il est sous vos yeux. Créez un État, les États-Unis d'Afrique centrale, et vous avez des appels au coût local. À partir du moment où vous avez les appels au coût local, le problème que vous posez là n'existe plus. Il n'existe plus. Mais comme vous ne voulez pas régler le problème, ben, il va toujours perdurer. Mais peut-être qu'ils ont d'autres mécanismes qui mettront sur pied et se passer de l'institution d'un mécanisme politique pour pouvoir intégrer tout cela. Il ne faut pas rêver. Les Européens sont confrontés au même problème. Je vous ai dit que les gens ne doivent pas vivre ici comme si le monde n'existe pas autour d'eux. Les Européens ont le même problème. Comment faire pour que les coûts de communication à l'intérieur de l'Union européenne soient bas? Impossible, parce que vous avez différents pays et vous avez différentes licences. C'est chaque pays qui donne sa licence. Est-ce que la licence est donnée par un seul? Là, je parle même des aspects administratifs. Je n'ose même pas rentrer dans les aspects politiques parce que, en fait, c'est tout ce qui est au niveau de la licence qui bride la technique. La technique n'a aucun problème. N'a aucun problème.
Vous dites, on a créé les États-Unis d'Afrique centrale. Les gars, les ingénieurs, ils sont très brillants. Les ingénieurs sont très brillants. Les gars mettent les fibres optiques, ils mettent les VSAT là où c'est nécessaire, mais ils mettent la fibre optique partout. Vous avez les appels au coût local, surtout pour un pays qui utilise à peine 30% de toute l'immense potentiel, de toute l'immense capacité en télécom dont nous disposons. Nous, à peine 30%. Donc, c'est des faux débats. Les gens ont la solution sous les yeux. Il est gros comme le nez devant mon visage. Ils s'en vont chercher, ils s'en vont créer un faux problème qui n'existe pas. La solution est simple. Créer un marché national et vous avez les appels au coût local. Point. On poursuit avec cette autre résolution, mesdames, messieurs. Nous vous rappelons que vous êtes en train de regarder votre émission 7 minutes pour convaincre avec comme invité Dr Yam Timba, avec qui nous sommes en train de mettre en question les différentes résolutions. Elles sont 11 qui ont été prises par les chefs d'État de la conférence, les chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale lors de la 15e session ordinaire des chefs d'État de cette institution. Et maintenant, nous allons prendre cette autre résolution qui a été prise par les 6 gouvernants, qu'il s'agit de la création d'une compagnie aérienne Air Cemac. Alors, je vais rappeler ici qu'il s'agit d'un point qui a été pensé et même décidé depuis 2001, mais en 2023, il se trouve que les chefs d'État reviennent encore sur la même question afin de dire que cela sera créé ou alors sera implémenté. Docteur, est-ce qu'on doit toujours parler de l'espérance ou encore de l'espoir sur ce point, sur cette résolution, ou alors ça ne va jamais exister? Vous avez dit que ça a été, on en a parlé la première fois quand? En 2001. Ça veut dire qu'on ne sait pas faire ça. Ça veut dire qu'on ne sait pas faire ça. 22 ans après, vous ne l'avez pas fait, ça veut dire qu'on ne sait pas faire ça. La preuve, aucun de ces pays ne sait gérer une compagnie aérienne. Je ne parlerai pas du Cameroun. Je ne sais pas de quel pays vous allez parler. Moi, je fais un constat. Oui. Aucun de ces pays ne sait gérer une compagnie aérienne. Aucun. Mais comment? Comment? Je vous écoute. Mais expliquez-nous. Je ne sais pas, mais je constate qu'aucun de ces pays ne sait gérer une compagnie aérienne, puisque ça n'existe pas. Si je dis que je ne peux pas dire que à Afrique Informe, on ne sait pas organiser une émission de télé, puisqu'on est en train d'en faire une. Oui. Mais si vous êtes là, je dis, prends un exemple. Si vous êtes là depuis la création d'Afrique Informe, on n'avait jamais fait aucune émission. Hein? Où on avait bricolé 2-3 petites choses que personne, qui n'intéresse personne. Vous pensez, le constat qu'on aurait fait, c'est quoi? C'est que vous ne savez pas faire une émission de télé. Je crois que c'est logique, non? Oui. Quand vous regardez la CEMAC, est-ce qu'il y a une compagnie aérienne quelque part? Non. Bien, ça veut dire qu'ils ne savent pas faire ça. Et comme ils ne savent pas faire ça, on peut faire ailleurs. Alors, nous allons maintenant avec cette autre question, ou encore cette autre résolution. Vous allez certainement vous poser la question de savoir, mais est-ce que c'est l'émission des résolutions? Mais il faut rappeler d'une manière ou d'une autre que c'est une émission à valeur très institutionnelle, et il faut revenir un peu plus amplement là-dessus. Maintenant, nous allons parler de l'effectivité du passeport Smart pour tous. Est-ce qu'on devrait encore en être là? Je vais faire le lien avec... il y a quelque chose que j'allais oublier. Dans mon livre, dans mon dernier livre, Porte-Bok Ibon, j'aborde cette question de la création de d'une compagnie aérienne nationale. Oui. Ils peuvent l'étendre au niveau de la CEMAC. Ce n'est pas des choses extraordinaires. En fait, le problème avec la plupart des gens qui dirigent nos pays, c'est qu'ils veulent laisser croire au grand public que les choses qu'ils font sont tellement extraordinaires que ça vous demande d'être quelqu'un d'exceptionnel. Ce qu'ils font là est banal. Être chef d'État, c'est banal. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Être ministre. Ne me faites pas rire, s'il vous plaît. Non, je vais vous dire. Ne me faites pas rire, je vous en prie. Je vais vous dire. C'est une émission très sérieuse, vous ne me faites pas rire. Si je ne l'étais pas, je ne vous l'aurais pas dit. Être chef d'État, c'est banal. Tout le monde peut être président. Tout le monde peut être chef d'État. Pourquoi être chef d'État, il faut quoi? Il faut être né de la cuisse de Jupiter. Être chef d'État, c'est banal. La chose qui fait de vous... Je le dis parce qu'on a longtemps mis dans la mémoire collective que pour devenir chef d'État, il va falloir avoir un vécu. Vous pouvez me citer. Être chef d'État, c'est banal. Oui, on vous écoute. Ce qui est important, c'est d'avoir la vision. Parce que tout le monde n'a pas la vision. Et dans le cas d'espèce, le problème de la CEMAC, c'est la vision, c'est le manque de vision. Manque de vision. Donc je dis, dans mon livre là, je parle de comment on peut créer une compagnie à partir de rien. Vous voyez la Merco là, on aurait pu la créer avec 100 millions de francs CFA. On n'avait pas besoin de mettre les centaines de milliards qu'on a mis. On peut suivre le process dans mon livre et on y arrivera. Oui.
le passeport. Bon, je crois qu'il y a... Vous avez dit le livre, il s'appelle comment? Pot-Bokibon. Mon livre s'appelle Pot-Bokibon. Il est quelque part là-bas, là, mon Oui. Vous aurez pu vous le montrer, mais on peut trouver ça sur Internet. Oui. C'est souvent sur Amazon, un peu partout. Ok. Pot-Bokibon. Le passeport CEMAC, le passeport c'est quoi? Comme son nom l'indique, ce qui vous permet de passer le port. Alors, ce passeport, il est passé, il est ce qui vous permet de passer d'un pays à un autre, donc passeport, passe le port. Oui. C'est un document qui a été créé à un moment où on faisait essentiellement, on allait d'un pays à un autre essentiellement par la voie maritime. Oui. Donc, c'est un document qui indiquait d'où vous veniez. Donc, on appelle passeport. Et donc, vous voulez faire vous voulez avoir un passeport. Oui. Est-ce que vous avez ce dans quoi? Ce qui permet d'utiliser le passeport. Il n'y a que les gens qui peuvent partir de chez vous pour aller ailleurs, c'est-à-dire en dehors de votre espace qui n'utilisent pas. À l'intérieur de la CEMAC, là, vous ne circulez même pas, pratiquement pas. C'est les Éthiopiens qui vous transportent à travers Sky. C'est à peu près les Ivoiriens, avec la Côte d'Ivoire, les Marocains, les Français, peut-être les Sénégalais, Air Sénégal. Bon, il y a un peu les Angolais qui viennent, mais eux-mêmes, je crois que de moins en moins. Non. Les Rwandais, oui, ils sont là, ils tournent aussi. Et puis les Kenyans avec Kenya Airways. Vous êtes sérieux? En fait, vous n'avez rien chez vous. Donc, vous voulez aller faire les passeports CEMAC, c'est très bien, parce que vous avez quand même des gens qui sortent de la CEMAC pour aller un peu partout dans le monde. Il faut quand même qu'ils indiquent. Mais ce passeport existe déjà. Donc, ce qui veut dire que pour Moi, j'ai mon passeport, pour non, que la j'ai un question passeport de CEMAC. l'effectivité des passeports pour tous dans la zone CEMAC soit pertinente, il faudrait déjà que de manière antérieure, la création d'une compagnie aérienne Air CEMAC Non, pas soit nécessairement. aussi effective. Pas nécessairement. C'est pas la compagnie aérienne qui fait ça. Parce que si vous avez la solution que j'ai dit dès le départ, l'intégration en un État, Oui. pour aller de Douala à Bangui, je n'aurai plus besoin de passeport. Pour aller de N'Djamena à Port-Gentil, je n'aurai plus besoin de passeport. Oui. J'aurai besoin d'une carte nationale d'identité des États-Unis d'Afrique centrale. Ce qu'il faut, et le problème que ça pose, le passeport, est-ce que vous avez mis en place des industries pour faire ça? Mais le tout n'est pas de dire je veux un passeport. Donc vous voulez avoir le passeport pour enrichir d'autres personnes. Ça crée des emplois à la fabrication des passeports. Est-ce que vous savez fabriquer les passeports? Vous dites qu'il faut l'effectivité, donc que ce soit mis à la disposition de tout le monde. Le Cameroun a facilité l'obtention du passeport. Donc je crois qu'il faut suivre cette démarche-là pour que dans tous les pays, on puisse avoir son passeport en 1 ou 2 jours. Le Cameroun a l'expérience, il faut partager l'expérience avec les autres. Mais je dis qu'il faut aller au-delà et que les éléments qui composent le passeport, que nous puissions nous-mêmes, ceux qui sont des éléments non conventionnels au niveau international, il faudrait quand même que ces éléments, nous les ayons chez nous et que cela nous permette de pouvoir faire nos passeports, nous-mêmes les fabriquer nous-mêmes, pas seulement avoir des documents qui arrivent et on les rend. Non, pas du tout. Maintenant, l'augmentation des emplois décents pour les jeunes ainsi que l'amélioration de l'environnement des affaires par la suite et la fin surtout. Nous avons l'amélioration de l'environnement des affaires. Est-ce que vous ne voyez pas là une certaine... Ça veut dire quoi? Est-ce que là... Ça veut dire quoi? En fait, vous avez... Ça veut dire quoi? Améliorer les emplois décents pour les jeunes, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Rien du tout. En fait, vous avez quelque chose, c'est de la fumée. Ça veut dire quoi ça? Créer des entreprises dans vos pays, susciter la création des entreprises, faciliter la création des entreprises. Le professeur Touadéra disait lors de sa conférence, oui, voilà, il disait qu'il faut faciliter les investissements. Oui. Il faut faciliter les investissements. Donc c'est ça qui va créer les emplois. Le problème c'est que vous n'avez pas les outils de l'investissement, vous n'avez pas de monnaie. Donc vous commencez à dire, ouais, on va créer des emplois décents. Quels emplois? C'est un véritable serpent de mer. Ce n'est pas un serpent de mer, ça ne veut rien dire. Un serpent de mer, au moins, ça veut dire que quelqu'un a pris le temps de vous embrumer. Mais là, ça ne veut rien dire du tout. Créer des emplois décents pour les jeunes, ça veut dire quoi? Est-ce que vous allez créer des emplois décents pour des jeunes qui sont mal formés? Vous êtes assuré que le système éducatif est de qualité? Le niveau des mathématiques dans la CEMAC, elle est à peu près le niveau de la classe de 4e ou de 3e en Finlande. Vous avez fait la compétition avec ces gars-là comment? Vous avez au Cameroun, les enfants vont à l'école dans les collèges publics, dans certains collèges publics pendant 4 heures. Vous avez fait la compétition avec les Coréens qui vont à l'école pendant 8 heures, pendant 9 heures.
9-10 heures. Il ne s'agit pas de dire on va créer les emplois décents. Est-ce que les emplois décents veut dire que les États vont recruter les gens, leur donner de l'argent, alors qu'ils sont clairement mal formés et qu'on est obligé pour les moindres termes de référence qu'il faut rédiger, aller chercher des consultants, alors qu'on a dans les ministères, on a des conseillers techniques, on a des inspecteurs, on a des chargés d'études, etc. Mais on va quand même chercher des consultants parce que les gens ne sont pas capables de rédiger les termes de référence. Maintenant qu'ils nous prouvent que j'ai tort quand je dis qu'ils ne sont pas capables de les rédiger. Moi, je suis sur le factuel. Je constate que vous ne l'avez pas fait. Or, oui, c'est les chargés d'études qui sont censés faire ça. Des conseillers techniques. Oui. Mais si vous ne le faites pas, moi, je ne vais pas commencer à chercher midi à 14 h. Ça veut dire que vous ne savez pas le faire. Vous avez un niveau, une qualité de formation qui est mauvaise. Vous avez essentiellement des formations générales. Vous n'avez pas des formations techniques et professionnelles. Là où vous avez des formations professionnelles, plus ou moins à la porte-pièce, oui, comment vous voulez créer des emplois décents? Vous dites que vous voulez même soutenir, vous voulez améliorer l'environnement des affaires. Vous voulez améliorer l'environnement des affaires en utilisant OHADA, qui est un outil de colonisation de la France. En utilisant ça. Vous voyez que les gens parlent d'un certain nombre de choses, ils ne touchent pas ce qui est systémique. Ça veut dire qu'on ne peut pas avancer sans une justice qui soit... C'est pas d'abord la justice. Oui. C'est d'abord le droit des affaires, oui, qui est mauvais. À partir du moment où vous avez un droit des affaires qui est mauvais, ayez la meilleure justice du monde, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et donc, ça fait des années. Moi, je me souviens, j'avais été impliqué dans l'organisation du colloque, mon commissaire au compte, dans l'OHADA, en 2007. Encore quand même. Mais on a critiqué le droit des affaires. Évidemment, personne ne fait attention aux actes d'un colloque comme celui-là. Mais parce que ça soutient malheureusement la colonisation française ici. Et via la colonisation française, la colonisation européenne et de l'Occident. Dans le domaine économique. Dans ce domaine économique dominé par l'Occident, c'est là où vous voulez faire l'intégration. Vous avez quelle prise dessus? Vous n'avez pas de monnaie, vous n'avez pas le droit des affaires. Vous avez fait comment? Moi, j'ai la loi. Pour moi, c'est moi qui fais votre loi. Et c'est moi qui ai votre monnaie. Comment vous allez vous créer un environnement des affaires qui soit meilleur? Puisque vous n'avez aucun outil, aucun instrument. C'est moi qui les contrôle. Et l'Occident a tout intérêt à ce qu'il y ait le chaos. Parce que ce chaos lui profite. Comment vous allez faire? Donc, en fait, je ne comprends pas très bien comment on a rédigé, sur la base de quoi on a rédigé ces résolutions. Je ne comprends pas très bien qui les a résolues et qui les a rédigées. Mais je suis très surpris. Quand j'ai lu ça, j'étais étonné. Je me suis dit, mais attends, point par point, les seules choses qui viennent en esprit, mais c'est qui a rédigé ça? Donc, c'est pas ça. Si on veut créer des emplois décents et améliorer l'environnement des affaires, on fait l'intégration politique, on crée notre État et on rédige nous-mêmes notre droit des affaires. Et on crée nous-mêmes notre propre monnaie nationale. Voilà comment on crée ce genre de choses. Ce n'est pas avec les outils qui sont là que nous ne contrôlons pas. Alors, on va dire ici, tout au long de ces différentes résolutions que nous avons passées au pain fin avec le docteur Yam Timban, la seule et unique chose qu'il faille pour que toutes celles-ci soient mises en application ou alors qu'elles aient une valeur ajoutée, il faudrait l'intégration politique de telle enseigne que les 6 États de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale soient des États fédérés, c'est ça? Il faut qu'on crée un État. Ça prendra la forme qu'on veut, mais que ce soit un État. C'est un seul État, un seul président. Oui. Et donc, du coup, on a un marché national. On peut créer une monnaie nationale. Nous avons notre propre droit. Quand vous allez là dans les tribunaux, les gens vont vous dire, ouais, jurisprudence, la loi de 1907. En 1907, le Cameroun existait. Mais c'est les lois de la France. C'est les lois de la Grande-Bretagne. On prend les jurisprudences là-bas. On dit, ah ouais, il y a la jurisprudence. À chaque communauté son contexte. Ouais, la tour de Londres, il y avait eu ceci. Ouais, c'était en 1878. Oui. Sérieux, le Cameroun n'existait pas. Ces gars-là n'ont pas créé ce droit-là. Common law, le droit romain ou droit napoléonien, en pensant à vous. C'était pour résoudre leurs problèmes. Pour régler vos problèmes. Alors, docteur, doit-on dire, au vu de tout ce que nous venons de faire tout à l'heure sur le plateau, que l'immigration clandestine est l'une des résultantes du manque de mise en marche ou de mise sur pied d'un certain nombre de mécanismes qu'il aurait fallu? Non, je ne suis pas d'accord. Tous les gars qui partent là, oui, que ce soit ceux qui partent par le désert ou ceux qui vont faire les études ne reviennent pas,
c'est des gens qui ont les ressources. Personne, tous les gars qui prennent la route du désert ont plusieurs millions. Les gens qui n'ont rien ne partent pas, ils restent là. Vous croyez que les pays dans lesquels on va, si ces gens-là étaient partis, qui les aurait construits? Nous, on serait en train de les envier? Monsieur, en 1949, Mao a dit, je vais vous donner un bol de riz. En 70, il a dit 2. Vous croyez que les Chinois auraient dû... Mais c'était beaucoup plus agréable en 1960 d'aller au Japon, d'aller même en Corée du Sud. Bon, il y avait la dictature, c'était pas bon. D'aller au Japon, d'aller aux États-Unis, d'aller en Europe. D'accord. Nous allons... Mais ils ne sont pas partis. Ils sont restés construire leur pays que nous leur envions aujourd'hui. Donc, tous ceux qui partent, exactement comme dans nos traditions, si vous vous suicidez, personne ne vous pleure. Tous ceux qui partent et qui ne restent pas pour construire le pays, aucune pitié pour eux. Par contre, nous pouvons négocier avec eux s'ils veulent s'impliquer dans l'amélioration, dans la vie du pays. Oui. Mais Mais qu'ils sachent que si vous partez, désolé, vous n'avez pas voulu vous battre pour votre pays. Ce n'est pas parce que Lénine est resté en Suisse qu'il a créé l'URSS. Ce n'est pas parce que Mao est resté à l'extérieur qu'il a créé l'URSS. Pas parce que Ho Chi Minh est resté à Paris qu'il a créé le Vietnam moderne. Vous comprenez? C'est comme ça. Il faut que les gens sachent que soit ils se battent pour construire leur pays, soit ils partent. Si pas Nehru, Gandhi était resté avocat en Afrique du Sud, il n'aurait pas créé l'Inde. Donc il faut qu'on arrête ça. Ce n'est pas parce que ça va mal qu'on part. Pourquoi nous autres on est là? Parce qu'on ne peut pas partir? On a plutôt beaucoup plus de compétences et vous n'imaginez pas le nombre de fois on peut être sollicité parce à qu'ils n'ont pas de l'extérieur. moyens, comme vous l'avez dit. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Beaucoup sont là qui construisent le pays et ils ont les moyens. Oui. Ils peuvent partir, mais ils estiment que ce pays, il faut les construire. Et il y a ceux qui n'ont pas les moyens, qui subissent la férule de ce régime-là et la férule du néocolonialisme dans la Et CEMAC. vous pensez qu'avec les systèmes politico-judiciaires qu'il y a dans ces différents États, c'est propice? Qu'est-ce qu'un peuple sérieux fait quand ça ne va pas? Il change de gouvernant. Un peuple sérieux ne se met pas à se plaindre du matin au soir, jour et nuit. Il change de gouvernant et il lance la construction qu'il veut voir construire. Mais comment changer le gouvernant quand ses propres gouvernants parfois ont des rouleaux compresseurs qui ne leur permettent pas d'y parvenir? Mais les gouvernants qui sont là, non. Mais justement, c'est ça. Puisque vous savez exactement ce qui les bloque, vous vous assurez que ce qui les bloque, vous y mettez fin. Mais vous croyez que les choses se passent comment? La seule façon de mettre fin, puisqu'il faut le dire de manière très ouverte, c'est le soulèvement populaire. Poutine n'a pas eu besoin de soulèvement populaire quand il arrive en 98. La Russie était considérée, relisez les journaux de 1996-97, comme un pays du tiers-monde. Il n'a pas eu besoin de soulèvement populaire. Pas du tout. Pourquoi est-ce qu'en Afrique, dès qu'on dit qu'il faut changer le gouvernement, ça veut dire qu'il faut forcément aller dans la rue, il faut forcément qu'il y ait un coup d'État? Non. On peut, et il faut que le peuple là, ceux qui veulent que le régime change, qu'ils parlent à ce peuple, qu'ils le convainquent. C'est ça les grands hommes. Je vous prends un autre exemple. Citez-moi les noms des gens qui ont fait le coup d'État dans l'histoire et dont on se souvient. Vous en connaissez beaucoup? Ceux qui ont conquis le pouvoir par le verbe, par la persuasion. C'est eux dont le monde se souvient. Donc, il faut que les gens se disent, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se fait et qu'ils aillent convaincre le peuple. J'avais d'autres choses à faire quand vous m'avez appelé. Oui. Mais je viens ici pourquoi? Parce qu'il faut que nous parlions à notre peuple. Il faut que nous expliquions ces choses à notre peuple. Il faut que nous lui disions que ce pays lui appartient. Chef d'État ne veut pas dire propriétaire de l'État. Vous êtes juste le chef, ce n'est pas vous l'État. Président de la République ne veut pas dire que la République c'est vous. Vous êtes seulement le président. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que tout le monde peut être chef d'État, il n'y a rien d'extraordinaire à chef d'État. Mais si le peuple le comprend, à ce moment, il sait quoi faire pour changer de régime. D'accord, nous allons sortir de cette émission, mais avec cette dernière question, Dr Yam Chimban, quelle est la différence que vous pouvez faire entre les deux modèles d'intégration sous-régionale, notamment celui de la CEMAC et celui de la CEDEAO? Tout le monde est dans le verre d'eau, on tourne en rond. Tout le monde tourne en rond là. Ils tournent en rond tous. En fait, je vous ai dit, sur le plan systémique, sur le plan fondamental, ils ne font rien. Ni la CEDEAO, ni la CEMAC ou la CEAC. On tourne en rond. Parce que c'est les régions les plus pauvres du monde. Si vous êtes pauvre, ça veut dire que vous ne faites rien. Mais au sein de l'UEMOA, il y a le Nigeria qui a sa monnaie. C'est ça que je vous dis. Vous voulez faire de l'intégration au niveau de la CEDEAO, créer les États-Unis d'Afrique occidentale, puisque ça va vous permettre de régler le problème des combien... alors, il y a 8 pays de l'UEMOA et puis 6 pays autres. Vous avez un problème avec cette monnaie. Vous faites quoi avec cette monnaie différente? Créez les États-Unis d'Afrique de l'Ouest et vous avez une monnaie nationale. C'est ça qu'on a demandé à ces gens-là de faire
au sommet de Lagos en 1980 de créer l'ECO. Ils ne l'ont pas encore créé. Oui. Alors, mais en fait, il faut faire attention à l'histoire. L'histoire est un ressac. Si vous ne suivez pas les règles de l'histoire, elles vous suivront. Les Allemands n'ont pas fait l'intégration économique, ils ont fait l'intégration politique. Les Américains n'ont pas fait l'intégration économique, ils ont fait l'intégration politique. La Chine, intégration politique. Le Japon, intégration politique. La Russie est restée avec ces différentes républiques dans une république, dans un État. Vous prenez tout ça, c'est l'intégration politique. Les gens qui sont là, qui tournent dans un sac, qui marchent dans le sac, qui tournent dans le verre d'eau, ils vont dire, ouais, on va faire l'intégration économique. Ça ne marche pas. Et c'est pour ça que c'est les régions les plus pauvres du monde. Merci. Vous avez compris, bien évidemment, mesdames et messieurs, nous parlions des résolutions du 15e sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Stop effort, nous étions avec le docteur Yam Chimban, avec qui nous avons passé de très bons moments. Il est revenu beaucoup plus amplement sur les résolutions. Il a essayé de donner son avis, il les a détaillées de manière très bénéfique, il faut le dire, bien évidemment. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous avec un visage majeur de l'actualité politique, économique, sportive et bien d'autres sujets. Prenez soin de vous. À très bientôt.